Et notre invité ce matin, c'est Thomas Gomard. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. On le voit à l'écran. Et c'est aux éditions Talendier. On va évidemment avec vous développer les grands titres de l'actualité internationale. Mais d'abord votre livre. Vous vous penchez sur les trajectoires simultanées de trois pays, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Pourquoi avoir choisi déjà ces trois zones géographiques et finalement, quels sont les points communs de ces zones et de ces pays? Le premier point commun, c'est que ce sont trois pays qui forment une entente militaire pour la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, dans la mesure où la Russie reçoit des armements de la Corée du Nord, reçoit des armements de l'Iran. Et que par ailleurs, ce sont les trois pays les plus sanctionnés au monde par les puissances occidentales. La Corée du Nord en raison de son programme nucléaire qui est arrivé à maturité, l'Iran parce qu'il souhaite devenir une puissance nucléaire, et puis la Russie depuis 2014 et a fortiori depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Et donc en fait ces trois pays portent aussi chacun à leur manière une forme de crise nucléaire, et je les ai analysés conjointement et séparément pour montrer que de mon point de vue nous sommes rentrés dans un troisième âge nucléaire. Oui, c'est une question qui fait un peu peur finalement, ce côté nucléaire, ce conflit nucléaire majeur. Qu'est-ce que vous appelez troisième âge nucléaire, troisième ère nucléaire? Comment on peut décrire ça? Le premier âge nucléaire, si vous voulez, c'est celui de la guerre froide, avec la constitution d'arsenaux très importants, et en particulier d'arsenaux à parité entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ça s'arrête avec la chute de l'URSS, qui ouvre le deuxième âge nucléaire, celui du désarmement très massif, et aussi de la lutte contre la prolifération. C'est-à-dire que les puissances nucléaires se sont entendues pour que d'autres pays n'accèdent pas, ou que leur accès à l'arme nucléaire soit le plus ralenti possible. Et puis le troisième âge nucléaire, c'est un réinvestissement en fait sur l'arme nucléaire qui est très visible dans le cas de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine avait renoncé à son arsenal nucléaire au moment de son indépendance en 1991, et que la Russie tient une rhétorique nucléaire depuis février 2022 pour inhiber en quelque sorte les soutiens apportés à l'Ukraine dans sa légitime défense. Et puis il y a quelque chose qui est moins vu et que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est qu'il y a un pays qui fournit aujourd'hui un très fort effort dans matière nucléaire, c'est la Chine, la République populaire de Chine, qui est en train de passer de ce qu'on appelle dans le jargon la stricte suffisance, c'est-à-dire un petit arsenal nucléaire, et qui va probablement le doubler d'ici 2030. Et donc on est dans une recomposition très profonde du jeu nucléaire mondial. Ça reste encore une arme de dissuasion pour vous, le nucléaire? C'est un principe évidemment de dissuasion, mais le nucléaire permet de faire ce qu'on appelle de la sanctuarisation agressive, c'est-à-dire que la Russie, par exemple, en recourant à la rhétorique nucléaire, inhibe le comportement, encore une fois, des soutiens de l'Ukraine et obtient des gains territoriaux en Ukraine. C'est un exemple, si vous voulez, la manière dont le discours nucléaire est utilisé en matière militaire et diplomatique. Alors forcément, quand on parle de discours nucléaire, on pense tout de suite à la Russie, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, qui était sur France 24, a estimé que la France n'a plus intérêt à discuter avec la Russie, car les comptes rendus de Moscou sont mensongers. Voilà ce que dit le chef de la diplomatie. Pour vous, on est sur quoi? On est sur une guerre de communication entre Paris et Moscou sur ces questions-là? Je pense qu'il faut bien distinguer les niveaux. Une diplomatie, ça sert à maintenir des contacts ou à les rompre en tout temps et en tout lieu. Donc il faut pouvoir, quand on a un appareil diplomatique comme celui de la France, parler si on souhaite parler ou interrompre si on souhaite interrompre. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est plus la sphère médiatique dont vous êtes un des acteurs, et qui est très clairement un des théâtres d'opération de ce qu'on appelle les mesures actives déployées par la Russie, c'est-à-dire de présenter les faits sous un certain jour qui est évidemment favorable aux positions russes, et ça s'accompagne de campagnes de désinformation qui sont, je dirais, multidomaines, c'est-à-dire que ça passe à la fois par des médias traditionnels comme les médias télévisés, mais aussi de plus en plus par les réseaux sociaux ou des campagnes d'information ultra ciblées. Donc on est dans une confrontation cognitive pour essayer de changer la lecture au fond des événements par les différents acteurs. Et puis il y a évidemment un troisième niveau qui est le terrain,
où se déroule en fait en Ukraine quelque chose de très paradoxal. C'est à la fois une guerre très archaïque, puisque vous avez deux pays en déclin démographique qui se livrent à une guerre d'attrition, qui sont dans des tranchées sur le terrain, et puis également une guerre très futuriste, avec un rôle très important donné à l'intelligence artificielle. On le voit d'ailleurs aussi à Gaza avec les opérations conduites par Israël, l'utilisation de drones pour, au fond, rendre transparent le champ de bataille. Et donc, si vous voulez, ça donne à la guerre d'Ukraine une dimension tout à fait particulière parce que l'intensité de ce qui s'y produit a des effets bien au-delà, en réalité, du continent européen. Vous parlez de ces guerres, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, vous parlez d'un monde hors de contrôle. Est-ce que vous assumez ces propos? Pourquoi le monde est hors de contrôle aujourd'hui? Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que le monde post-45 a été construit sur le principe du droit public international avec un système de garantie qui passait notamment par le système onusien et des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, les États-Unis, évidemment, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, ce système semble incapable de gérer les crises aiguës. On l'avait déjà évidemment observé avec la situation en Syrie et les vétos successifs pour empêcher une intervention extérieure en Syrie, ce qui n'a pas empêché et l'Iran et la Russie d'intervenir. On le voit aussi dans la manière dont Israël est soutenu par les États-Unis principalement aujourd'hui et souffre d'un isolement diplomatique très important. Autrement dit, on est dans un moment où le système onusien est en grande peine pour gérer les conflits, alors que c'est sa raison d'être. Et en ce sens, oui, il y a une perte de contrôle, parce que toutes les tentatives, qu'elles soient américaines et occidentales en Ukraine, ou même chinois, rappelez-vous, il y a eu un plan de paix chinois qui n'a rien produit. En fait, on est dans un moment où les grandes puissances ne semblent pas capables de trouver les équilibres nécessaires pour retrouver de la stabilité. Et notamment sur le conflit au Proche-Orient, puisque l'ONU n'arrive pas finalement à décrocher une trêve finalement au Proche-Orient. L'Iran menace Israël, vous l'avez vu, Joe Biden l'a une nouvelle fois répété. Est-ce que Téhéran pourrait s'impliquer davantage finalement dans ce conflit, et en tout cas plus qu'en soutenant le Hezbollah libanais? Selon vous, est-ce qu'on pourrait aller plus loin et voir vraiment un embrasement total de la région? Jusqu'à présent, les signaux d'escalade existent, mais on sent plutôt une réticence de l'Iran et du Hezbollah à franchir un seuil, parce que Israël a montré par la férocité de sa réponse contre les attaques du Hamas, lequel, je le rappelle, est soutenu par l'Iran. Israël aujourd'hui a mobilisé 300 000 hommes, et donc il y a aussi probablement une crainte de la part du Hezbollah et de l'Iran de voir cet outil utilisé directement contre le Hezbollah. Par exemple, c'est une hypothèse qui est ouverte. Et dans le même temps, Israël rencontre de très grandes difficultés militaires à Gaza. Vous l'avez rappelé dans votre journal. Donc l'Iran, effectivement, de mon point de vue, bénéficie du 7 octobre parce que l'Iran réprime en interne, mais dispose d'une influence extérieure par ses proxys. On a mentionné le Hezbollah, le Hamas, on pourrait aussi parler des milices en Irak ou des Houthis au Yémen, lesquels perturbent le transit maritime en mer Rouge. Donc oui, il y a une sorte de moment stratégique pour l'Iran, mais tout ça reste extrêmement fragile parce que, en même temps, je le rappelais, la situation interne en Iran est très éruptive. On va parler aussi de la Chine, parce que il y a une grosse actualité autour de la Chine, et avec ce sommet aux États-Unis entre le Japon et donc les États-Unis, la mer de Chine aujourd'hui, c'est un cœur stratégique finalement pour tout le monde dans le monde entier. Selon vous, c'est là où se jouent les choses? Alors oui, parce que le centre de gravité du système monde s'est déplacé vers l'Asie-Pacifique. C'est là qu'est la croissance économique, c'est là qu'est le principal, je dirais, pôle de production de richesse à l'échelle avec les globale. Semi-conducteurs notamment. Alors, il y a l'aspect, il y a déjà l'aspect économique au sens large, avec évidemment l'émergence de la Chine, le Japon, troisième économie mondiale, les pays de l'ASEAN. Donc vous avez un dynamisme économique dans cette zone, et donc une intensification des flux commerciaux, parmi lesquels, vous avez raison, il y a quelque chose de tout à fait spécifique qui transite par... J'y consacre un chapitre dans le livre, ce sont les microprocesseurs, les puces électroniques, qui à 80% sont produites à Taïwan,
en Corée du Sud et au Japon. 80% de la production mondiale est concentrée là. Et en particulier, les puces les plus sophistiquées sont produites à Taïwan. Donc vous avez à la fois un enjeu, je dirais, commercial, géopolitique, avec la volonté de la République populaire de Chine de mener, entre guillemets, la réunification avec Taïwan, qui est le grand projet idéologique du président aussi. Mais il y a aussi un enjeu géoéconomique très fort, puisqu'au fond, le monde dépend de la production des puces numériques qui se concentrent dans cette région. Et c'est pour ça finalement que les États-Unis finalement veulent s'allier avec le Japon, veulent s'allier avec les Philippines. C'est pour vraiment contrer la Chine, selon vous? Alors, la particularité des États-Unis, si vous voulez, c'est que ça reste la seule puissance globale à l'échelle mondiale. Les États-Unis, il faut toujours le rappeler, ont deux façades océaniques. Ils ont encore une position hégémonique Ils ont une position centrale. Ouais. Ils ont une position centrale, et quand vous regardez leur part dans le PIB mondial, il y a à peu près 25%, et c'est assez constant sur plusieurs décennies en réalité. Le vrai décrochage aujourd'hui, il est plutôt pour l'Europe. C'est-à-dire que pour la France, évidemment, en termes économiques, l'Europe décroche par rapport aux États-Unis. Et donc, en fait, on est dans une sorte d'Occident à plusieurs vitesses, avec des États-Unis qui, évidemment, sont très polarisés politiquement, mais qui, en matière économique et en matière technologique, sont en train de surclasser les Européens. Et puis, parallèlement, vous avez une Chine qui s'est transformée de manière extrêmement profonde depuis 1979 et qui, en même temps, aujourd'hui, est confrontée à un problème de modèle, parce qu'il y a un ralentissement de la puissance économique chinoise et en même temps des ambitions stratégiques de plus en plus prononcées, et notamment celle que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la réunification, entre guillemets, avec Taïwan. Donc dans votre livre, quand vous parlez d'une accélération de l'histoire, est-ce que vous pensez que l'Europe et la France sont en train de rater le train de l'histoire Oui, je pense que les Européens sont déphasés. C'est-à-dire que les Européens pensaient que tout le monde voulait vivre comme eux. Ce n'est pas le cas. Ils pensaient qu'ils étaient protégés en termes de sécurité. Ce n'est plus le cas. Et parallèlement, ils sont en compétition de plus en plus vive avec des acteurs, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Turquie, je pourrais continuer la liste, qui veulent modifier le rapport de force à leur avantage. Merci beaucoup Thomas Gomart, cet entretien est passé beaucoup trop vite, mais vous pourrez le retrouver sur notre site internet évidemment france24.com. Vous êtes le directeur de l'IFRI et votre livre, je le rappelle, L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle, et c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Parlons-en. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, pour la suite de l'actualité internationale sur France 24. À tout de suite.